Et on rejoint tout de suite notre correspondant à Washington, Mathieu Mabin. Bonjour Mathieu. Pourquoi Donald Trump fait-il appel à la CIA? Comment ça pourrait se traduire concrètement sur le terrain? Alors, Donald Trump choisit effectivement la CIA pour piloter le dossier vénézuélien, donc ça va un peu plus loin que ce qu'il avait consenti jusqu'à présent. Il ne s'agirait plus uniquement d'opérations conventionnelles et revendiquées. Ce n'est pas un hasard et ce n'est en réalité pas tout à fait une première, même si les dernières interceptions de Go Fast au départ du Venezuela sont passées pour des opérations menées par les troupes conventionnelles, on l'a dit, qui croisent au large des côtes latino-américaines. Les experts ici ont quand même cru reconnaître déjà dans les premières opérations la signature des unités spéciales de l'agence. La CIA, c'est un outil de puissance, mais aussi de discrétion, c'est un euphémisme. Elle permet notamment d'agir vite, sans passer par le Congrès, ce qui est un atout majeur pour Donald Trump, et surtout sans revendiquer publiquement la responsabilité d'une opération. Cela élargit évidemment considérablement le champ des possibles et a l'avantage considérable également de créer le désordre, voire la panique chez l'adversaire. Et le fait que l'armée vénézuélienne déploie des chars dans sa capitale est quand même un signe que la panique a commencé. En clair, Trump veut pouvoir frapper sans déclarer la guerre et surtout, si tous les coups sont permis, l'efficacité de l'action est décuplée, on l'a dit. Alors maintenant, sur le terrain, ça veut dire quoi? D'abord, un renseignement renforcé sur les cercles du pouvoir à Caracas. Ça passe par la traque des flux financiers, la surveillance des connexions entre militaires et vénézuéliens, entre militaires vénézuéliens et trafiquants par exemple. En clair, tout ce qui est connu ou en tout cas soupçonné, mais difficile à traiter juridiquement dans un environnement largement corrompu. Pour être parfaitement clair, un colonel vénézuélien corrompu qui renseigne les cartels, par exemple, peut mettre 10 ans à être démasqué par un tribunal, alors qu'il faut quelques jours ou quelques semaines pour qu'il disparaisse dans un accident de la route sur le chemin de son travail. Mais on parle aussi ici d'influence, d'un appui discret à des acteurs locaux hostiles à Maduro, par exemple, des opérations psychologiques, des campagnes de désinformation calibrées, etc. Et si l'exécutif le décide, on peut alors basculer dans le ciblage d'objectifs directs, précis, comme des navires, des dépôts de bases de carburant, des bases logistiques, avec un recours possible aux drones ou aux forces spéciales. Ce sont deux éléments dont dispose la CIA. L'idée, c'est de créer une pression constante, mais maîtrisée. Tester la réaction du régime, celle des voisins, celle du Conseil de sécurité également, qui s'est exprimé sur le sujet, sans franchir pour l'instant la ligne rouge d'une intervention militaire ouverte et conventionnelle. Donald Trump le dit, il veut changer le calcul du pouvoir vénézuélien. Autrement dit, rappeler que Washington peut agir même dans l'ombre et qu'aucune frontière politique ou géopolitique n'est étanche quand les intérêts américains sont en jeu. Mathieu, si des troupes américaines devaient effectivement intervenir sur le sol vénézuélien, quelles conséquences stratégiques et diplomatiques cela pourrait avoir dans une région où la Chine et la Russie ont accru leur présence ? Oui, absolument, c'est une excellente remarque. Si les États-Unis passent à l'action au Venezuela, même de manière limitée et même de manière clandestine en fait, il y a un risque de répercussion immédiate, c'est certain. D'abord diplomatique, vous l'avez dit, la Russie et la Chine considèrent le Venezuela désormais comme leur zone d'influence et pourraient donc réagir. Si on était dans le cadre d'une opération ouverte, celle que vous évoquez, c'est-à-dire engageant des troupes américaines conventionnelles sur le territoire vénézuélien, Moscou dénoncerait une atteinte à la souveraineté d'un allié. Pékin parlerait d'ingérence et défendrait ses intérêts énergétiques notamment. Ensuite, à l'échelle régionale, une opération américaine ouverte tendrait tout le voisinage, disons-le. La Colombie, le Brésil seraient par exemple confrontés à un dilemme. Coopérer avec Washington ou préserver la stabilité locale. On le sait, à chaque crise, le sous-continent s'expose à des flux migratoires massifs, par exemple, ce qui inquiète considérablement les États. Les gouvernements latino-américains, eux, se diviseraient, comme ils ont l'habitude de le faire, entre soutien discret et condamnation publique. C'est concrètement la mécanique que subit l'Amérique latine depuis le milieu du XXe siècle, on s'en souvient. Et enfin, il y a la dimension symbolique. Pour une partie du continent, ce serait le retour du grand frère américain, une page que le sous-continent pensait, au moins en apparence, tourner, et qui impose sa loi, l'État américain, dans l'arrière-cour.
De quoi nourrir largement les discours anti-impérialistes, ça c'est clair, et fragiliser l'image des États-Unis en Amérique latine, ce qui, disons-le, n'inquiète vraiment pas beaucoup Donald Trump. En clair, on peut s'attendre à ce que la Maison-Blanche limite ses actions revendiquées à quelques opérations spectaculaires essentiellement, comme celles qu'on a déjà vues, c'est-à-dire en mer, et concentre ses efforts de lutte contre les cartels et les flux de narcotiques qui, c'est vrai, inondent les États-Unis en menant des opérations clandestines et de police combinées. Mathieu Mabin en direct de Washington. Merci beaucoup Mathieu.